un thème plus expert, toute l'automatisation de Kubernetes. Notamment, on va vous apprendre comment fonctionne Kubernetes dans un autre Kubernetes. Bienvenue à tous. Est-ce que déjà vous entendez bien au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous vois tous arriver. Bonjour Laurent, bonjour Mathieu, hello Aurélie, bienvenue. Ouais, top. Vous me voyez bien aussi? Pas de souci? Super, très très bien. Bienvenue à tous. Juste avant de commencer le webinaire, je vais juste vous rappeler un petit peu pour la plateforme, notamment pour ceux qui sont pas très familiers avec. Donc là, vous avez le chat où vous pouvez écrire sur la droite. Encore à droite, vous avez l'onglet questions. Donc les questions, il est vraiment, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment du webinaire, poser les questions que vous voulez. Nous, on reviendra sur les questions avec Patrick à la fin. Il y a aussi l'onglet sondage où là, on vous invite à répondre pendant le webinaire. Il va y avoir plusieurs petits sondages. C'est pour pouvoir savoir certaines infos et notamment parfois sur votre niveau, ce qui va permettre après à Patrick de pouvoir un petit peu ajuster son discours par rapport au majoritaire. Voilà en gros résumé, toute la captation ici, donc tout le webinaire va être enregistré et il sera ensuite, il y aura un petit montage de fait et il sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube directement. Donc, c'est sur la chaîne YouTube Scaleway. Ça va durer environ, je vais faire une rapide présentation de 5 minutes et ensuite Patrick fera son talk. Ça va durer environ 1 heure, peut-être un petit peu plus avec les questions. Ça dépend vraiment du nombre de questions qu'on aura. Et voilà, on est super content, donc toute la team de vous accueillir ici. Donc il y a Patrick qui est à mes côtés, moi, Mélodie, Maxime et Maxime qui est dans le chat, qui est notre modérateur, Emma et Colline aussi qui sont là. Et voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran pour vous faire une rapide présentation de Scaleway. C'est relativement rapide, c'est vraiment pour que vous ayez un ordre d'idée de qui nous sommes et de ce que nous faisons avant de pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin sur nos produits. Donc, qui sommes-nous? Scaleway, on fait partie du groupe Iliad. Iliad, si ça ne vous parle pas, c'est le même groupe qui accueille aussi Free. C'est la maison mère vraiment qui accueille donc Scaleway et Free. Scaleway, qui sommes-nous? Nous sommes un fournisseur européen d'infrastructures cloud et nous sommes les pionniers du bare metal. On est, pour vous donner un ordre d'idée par rapport au marché, on est 9e fournisseur de cloud mondial. On est aussi second fournisseur européen de cloud public. Et pour vous donner juste rapidement quelques chiffres, aujourd'hui, on a plus de 250 collaborateurs qui sont répartis dans 2 de nos maisons. Donc, on appelle nos maisons pour nos entreprises, qui sont une à Paris, une à Lille. Et il faut savoir qu'on a commencé avec une petite poignée de personnes, une dizaine de personnes. Donc, on est assez heureux de la croissance qu'on a aujourd'hui. On a 5 data centers, dont un à Amsterdam, et on est présent dans plus de 150 pays. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui l'étendue de nos marques que l'on a. Donc aujourd'hui, Scaleway, c'est vraiment notre marque mère. Scaleway, on fait de tout en fait. On part de l'hébergement en data center jusqu'au cloud public. Donc Scaleway Data Center qui va vous offrir des infrastructures privées avec vous pouvez directement mettre vos machines dans nos data centers, c'est-à-dire que nous, on a l'expertise de pouvoir faire en sorte de vous apporter tout ce qui va être climatisation, électricité, protection, etc. Notre marque aussi historique, Scaleway Dedibox. En fait, pourquoi est-ce que je dis historique? C'est parce que anciennement, c'était online. Je ne sais pas si ça vous parle online. Généralement, c'est vraiment une marque qui était historique, où les gens étaient assez imprégnés, où on fait notamment beaucoup de serveurs dédiés. Et pour finir, la nouvelle marque aussi que nous avons, c'est Scaleway Elements, où là, on diversifie encore notre expertise pour établir tout l'écosystème de briques et de cloud public qui permettent au cloud public de fonctionner. Pour vous développer un petit peu plus Scaleway Elements
et notamment Kubernetes dont on va parler aujourd'hui. En fait, on a six grandes familles de produits qui sont autour de Scaleway Elements pour tout l'écosystème, pour faire fonctionner tout l'écosystème de cloud public. Pour vous donner quelques instants, pour vous donner quelques exemples, on a Compute avec Kubernetes par exemple, mais aussi toutes les instances que vous pouvez utiliser. On a Storage qui va être plus sur tous les produits autour du stockage, notamment Cold Storage, Block Storage, etc. Network avec notamment tout ce qui est nom de domaine, des load balancers aussi pour répartir la charge de vos applications. IoT, Internet of Things, où là, ça va être plutôt tout ce qui est autour des objets connectés. L'intelligence artificielle aussi, où vous allez pouvoir avoir des instances avec un GPU dédié ou qui va pouvoir tester des applications de machine learning, par exemple. Et tout ce qui est notre dernier élément, Tools, qui permet à tous les autres éléments de bien fonctionner ensemble, les API, etc. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur tous ces produits, n'hésitez pas à aller directement sur notre site. C'est-à-dire que dès que vous allez sur le site, vous avez notre bannière avec tous nos produits, avec quasiment tous les détails, un ordre d'idée de prix, etc. Et vous pouvez également, si vous êtes déjà client chez nous, quand vous vous connectez directement à votre compte, directement sur votre console, vous avez toutes les informations sur tous nos produits. Et notamment, si vous voulez les tester, tout est disponible sur le côté gauche. Pour vous donner du coup un ordre d'idée de quel type de marché, en fin de compte, nous avons, on a la chance d'avoir une grande variété de clients qui nous font confiance. Donc, on a décidé de vous en montrer quelques-uns, notamment Le Monde, notamment Safran. Ce sont vraiment des clients qui ont des besoins différents et avec lesquels on est assez fiers puisqu'on arrive à s'adapter à leurs demandes et à réaliser des infrastructures qui leur correspondent pour leurs besoins. Voilà, c'est tout. C'était vraiment une rapide présentation de quelques minutes pour essayer de vous expliquer un petit peu qui on est. Évidemment, c'est pas très complet, hein, mais si vous avez, en tout cas, si vous êtes intéressé par nos webinars et tous nos événements, faut pas hésiter à nous suivre sur Twitter et notamment sur LinkedIn, sur lesquels aussi on est très actifs. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée de ce que l'on fait et de pas manquer certains événements que l'on réalise au quotidien, notamment celui d'aujourd'hui avec Patrick. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que Patrick, tu es dispo pour ton talk? Ouais, ça devrait être tout bon. Tout le monde Ok. m'entend bien aussi? En tout cas, moi, je t'entends bien. J'attends les retours du chat. Bonjour Emmanuel. Ouais, c'est bon. Olivier nous dit oui. C'est bon. Très bien. Alors, on voit ton écran. C'est nickel. parfait. Bienvenue à tous, merci d'être là. Et on est là aujourd'hui du coup pour parler de la magie qui se cache derrière l'offre managée Kubernetes de Scaleway. Donc en gros, ça va être comment est-ce qu'on fait pour vous déployer un cluster Kubernetes rapidement. Donc rapidement à propos de moi, je m'appelle Patrick Sivogt, je suis DevOps chez Scaleway et je bosse du coup sur le produit managé Kubernetes ou Capsule. Vous pouvez me trouver sur GitHub @shadi, sh4d1, ou par mail et LinkedIn sur les liens qui devraient être dans le chat. Et donc pour aujourd'hui, mon talk va être en 3 parties. La première, ça sera des petits rappels. Donc il y aura des petits rappels sur Kubernetes et sur l'offre managée de Scaleway. La deuxième partie, ça va être la plus grosse partie, ça va être du coup on va étudier la pipeline de création d'un cluster chez Scaleway. Et en dernière partie, on va voir les nouveautés qu'on aimerait et qui vont sûrement arriver. Alors comme je l'ai dit, la première partie, pour les rappels, on aura en petit 1 des rappels sur Kubernetes et en petit 2 sur Capsule, du coup, qui est le nom du produit managé Kubernetes de Scaleway. Donc pour commencer sur Kubernetes, c'est un outil de management et d'orchestration de conteneurs qui est distribué et qui est aujourd'hui managé par la Cloud Native Computing Foundation ou CNCF. Donc dans Kubernetes, on a 2 types de nœuds, on a les nœuds master et les nœuds worker.
Toute la logique se passe sur les masters et tout le workload est exécuté sur les workers. Donc on peut faire une analogie entre le cerveau et le corps, où le cerveau décide et le corps agit. Mais du coup, comment ça marche? Donc comment est-ce qu'on va déployer le workload dans notre cluster? Ça marche via un management d'état désiré. Donc en fait, l'utilisateur va donner l'état désiré du cluster au cluster, et le cluster va faire en sorte que l'état désiré voulu par l'utilisateur match l'état courant du cluster. Donc il a plein de boucles de contrôle qui vont en fait synchroniser ces deux états pour que l'état courant aille vers l'état désiré. Donc on va parler rapidement des nœuds masters. Donc dans les nœuds masters, on a plusieurs composants. Avant d'arriver à ces composants, il faut communiquer avec le nœud master. Donc, généralement, on communique soit via curl, soit via kubectl. Donc on envoie des définitions d'objets en YAML via kubectl ou en JSON directement via curl. Et c'est comme ça que l'utilisateur peut mettre à jour l'état désiré. Donc le point d'entrée des nœuds masters, c'est l'API serveur. Donc c'est une API REST, tout ce qui est de plus classique, qui va en plus gérer l'authentification et l'autorisation de l'utilisateur, et qui va écrire du coup l'état donné par l'utilisateur dans etcd. etcd, c'est une base de données distribuée clé-valeur. Et donc c'est le seul composant qui est vraiment stateful dans un cluster Kubernetes, donc ça en fait vraiment l'élément le plus critique. Si on perd le TCD, il y a de très bonnes chances que tout le cluster cesse plus ou moins de fonctionner. Et donc c'est dans etcd que on va stocker l'état désiré de l'utilisateur, ainsi que tous les différents états courants du cluster actuel. Ensuite, on a deux autres composants. Donc le premier, c'est le scheduler. Donc, comme son nom l'indique, en fait, il va scheduler des workloads. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va watch l'API serveur. Donc, en fait, il va poll l'API serveur en continu. Dès qu'il voit un nouvel workload qui n'est pas schedule, il va choisir un nœud, un worker node pour le schedule dessus. Et ensuite, on a le controller manager. Donc, lui, en fait, il a plusieurs boucles de contrôle, des boucles de contrôle principales qui vont tourner dedans. Et c'est ces boucles de contrôle en fait, qui vont faire en sorte que l'état courant du cluster tende vers l'état désiré. Pour finir, on va parler du coup des worker nodes. Donc, le composant le plus basique d'un worker node, c'est le kubelet. C'est un agent Kubernetes qui va tourner sur chaque nœud. Et c'est lui qui va s'assurer, en parlant avec l'API serveur, que les workloads qui tournent actuellement sur son nœud à lui correspondent bien à ce que veut l'API serveur, à ce que veut l'API serveur qui tourne dessus. Pour créer du workload sur le nœud, il va parler à ce qu'on appelle un container runtime. Donc, le plus connu étant Docker, mais on retrouve CRI-O, contenerd, RKT. Et donc en parlant à ce container runtime, donc il parle via ce qu'on appelle la CRI, donc c'est la Container Runtime Interface. En fait, c'est la CRI qui va permettre d'avoir la possibilité de supporter plusieurs runtimes de conteneurs, parce qu'en fait, chacun de ces runtimes va implémenter l'interface CRI. Mais ce n'est pas tout sur les workers. Donc, en fait, pour avoir un cluster fonctionnel, on a besoin d'autres composants. Donc, on a besoin, par exemple, d'un plugin réseau qui va implémenter la Container Network Interface, ou CNI. Donc, c'est lui qui va s'assurer qu'il y ait un overlay network en fait, sur le cluster pour que tous les pods puissent se joindre entre eux. On a besoin d'un composant DNS. Généralement, c'est Core DNS qui va s'occuper de toute la partie gestion DNS du cluster. Et maintenant optionnel avec... alors ça dépend. On va dire généralement kubeproxy est obligatoire quand même, mais kubeproxy, c'est la partie qui va s'occuper du networking des services dans Kubernetes. Donc, pour Capsule maintenant, donc Capsule, comme je vous l'ai dit, c'est le nom de l'offre managée de Kubernetes de Scaleway. On propose des masters hautement disponibles et invisibles pour l'utilisateur, et la possibilité d'avoir des instances Scaleway en tant que worker node sur votre cluster. Donc, je vais faire la liste, pas forcément exhaustive, de quelques features qu'on propose. La première, c'est qu'on propose un choix de différents plugins CNI. Aujourd'hui, on en a 4. On propose Weave, Cilium, Flannel et Calico. On propose aussi différents runtimes de conteneurs.
Donc officiellement, on supporte que Docker, mais on propose aussi, donc on va proposer 2 alternatives. La première étant CRI-O, qui est un runtime qui a été fait pour Kubernetes. Et le deuxième, c'est Containerd. Et Containerd, ce qui est assez cool, c'est qu'on envoie gvisor aussi. Donc gvisor, en fait, qui est une sorte de runtime de conteneur qui permet une isolation plus forte en faisant des. En très gros, c'est un proxy pour les calls noyaux. Et en fait, gvisor est assez intéressant quand on veut run des workloads dont on ne connaît pas la source. On propose aussi de l'autoscaling, tout ce qu'il y a plus de classique comme la plupart des Kubernetes managés, de l'auto-healing, je vais y revenir plus tard. Un feature assez intéressante, c'est qu'on propose aussi à l'utilisateur de déployer des feature gates et des admission controllers qui sont par défaut désactivés dans Kubernetes. Donc la plupart des feature gates en fait, elles peuvent être en stage alpha, bêta ou GA. Alpha, elles sont pas activées par défaut, bêta, elles le sont. Et donc ça permet en fait d'activer des feature gates ou admission controllers qui sont en alpha, qui permettent de temps en temps d'avoir des features assez intéressantes. On propose aussi une IP, une URL unique pour joindre l'API serveur. C'est assez classique. Une autre feature intéressante, c'est qu'on propose un wildcard DNS qui va pointer sur tous les nœuds qui sont en state ready dans le cluster. Donc, en fait, on aura n entrées pour les n nœuds ready et on pourra distribuer sur plusieurs des nœuds. Donc ça, c'est pratique quand on veut faire des POC et qu'on n'a pas envie de créer un nom de domaine juste pour tester. On propose de déployer donc, le dashboard Kubernetes dans le cluster et on propose aussi de déployer différents ingress controllers. Donc aujourd'hui, on ne supporte que 2, Nginx et Traefik. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver dans le futur. On est toujours à jour avec les dernières versions de Kubernetes. On supporte déjà la version 1.18 qui est sortie il y a une semaine, 2 semaines, je crois. Et on propose un système d'auto-upgrade de version patch de Kubernetes. Donc la version patch, c'est le dernier point. Donc pour la 1.18.0, la version patch, c'est la 0. Sur toutes les upgrades de version de patch, on est censé avoir 0 breaking change. Et donc, on permet à l'utilisateur de choisir une fenêtre de maintenance dans laquelle son cluster sera upgradé à la prochaine version patch disponible. Et pour finir, on propose aussi une synchronisation de tags. En fait, on peut mettre des tags sur les groupes de workers qu'on appelle pool dans Capsule. Et ces tags vont se synchroniser en tant que label sur tous les nœuds du pool. Et avec une syntaxe assez spécifique, on peut aussi transformer ces labels en taint sur les objets de type node du cluster. Donc on propose des upgrades en un clic, une création assez rapide de cluster. On a aussi fait le choix en fait, pour authentifier le user, de pas lui donner de pas faire de l'authentification par certificat, mais faire de l'authentification par token. Et ce qui nous permet en fait de révoquer ce qui permet au user de révoquer le token quand il en a envie, si par exemple il a leaké sur GitHub. Et finalement, on peut aussi servir de token scaleway du coup pour s'authentifier sur son cluster Kubernetes. Alors on va commencer la seconde et plus grosse partie, qui est la création d'un cluster. Donc comment ça se passe? Donc on commence avec une requête HTTP. Donc c'est plus ou moins ce que fait la console quand on va créer un cluster via la console. Mais ici, on l'a fait via curl. Donc on fait une requête post sur api.scaleway.com/k8s/v1 sur la région de Paris sur cluster. On met notre token pour s'authentifier et on envoie de la data. Donc ici, je veux un cluster avec le CNI, donc le Container Network Interface à Cilium. Je l'appelle Best Webinar Ever. Je donne mon Organization ID, je donne la version du cluster et je donne une définition de pool. Comme je vous l'ai dit, c'est un groupe de workers. Donc ici, on donne un pool qui s'appelle Best Pool Ever, qui a des workers de type GP1XS et qui veut une taille de 2 nœuds. Donc on envoie cette requête. Cette requête va partir sur l'API Gateway de Scaleway.
Donc je crois qu'il y a peut-être le lien d'une conférence de Jérôme Quéré qui parle du coup de l'API Gateway à Scaleway et comment elle fonctionne, qui est super intéressant. Si vous pouvez la regarder, ce serait vraiment cool. Et donc cette requête va passer par l'API Gateway et puis va arriver vers notre API à nous chez Scaleway. Donc une fois que la requête arrive, la première chose, c'est qu'on va valider la requête. On va valider que la version existe, que le CNI existe, que les quotas sont bons, etc. Une fois que tout est validé, on va créer les différents objets dans la base de données. Et finalement, on va envoyer un événement au worker, donc à notre worker à nous, pour qu'il lance la création du cluster. À ce moment-là, l'utilisateur récupère une réponse de sa requête. Donc il a l'ID de son cluster, des dates de création, de mise à jour, le statut du coup qui est en creating, et comme je vous l'ai dit, donc l'URL unique du cluster et le wildcard DNS. Donc maintenant que la tâche est envoyée en worker, que fait le worker? Donc nous on a décidé de construire notre worker un peu comme un contrôleur Kubernetes. Donc en fait il a une seule tâche qu'on appelle ensure, et il va récupérer en fait l'état désiré du cluster en base de données et faire en sorte que l'état réel corresponde à ce qu'il y a en base de données. Donc par exemple ici, il va voir qu'on a un cluster en base de données qui n'existe pas, donc il va lancer la création de ce cluster. Donc la première étape, c'est la génération des CA. En fait, on va créer une seule CA pour chaque cluster. Aujourd'hui, elle est stockée dans nos bases de données, mais on a un work in progress qui marche très bien, qui est en fait de stocker cette CA dans Vault, qui est un outil de gestion de secrets, qui sera beaucoup mieux du coup pour gérer le stockage de cette CA. Ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est la création d'un security group. La raison derrière ça, c'est que à la base, en fait, donc petite parenthèse, chez Scaleway, en fait, chaque instance est obligée d'avoir un security group. Et donc, avant, on créait sur le security group par défaut de l'utilisateur. Le souci, c'est que généralement, ce security group par défaut, il était modifié et il avait des règles qui, du coup, faisaient que la création des instances derrière ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'on a forcé la création d'un nouveau security group. Aujourd'hui, il est statique et il est ouvert. Donc, en fait, on n'a pas de règles spécifiques. Mais à terme, on aimerait bien avoir quelque chose de dynamique et qui pourrait s'intégrer, par exemple, avec les node ports que le user a ouvert dans son cluster. Ensuite, on passe du coup à la création du load balancer, et c'est ce load balancer qui va fournir en fait une IP unique pour joindre le master Kubernetes. Donc on va utiliser le produit load balancer de Scaleway pour créer ce load balancer. Ensuite, on va passer à la création du record DNS, qu'on va encore une fois utiliser un produit Scaleway qui lui est en early access, mais qui marche super bien, qui s'appelle Domain, et c'est lui qui va nous permettre d'avoir l'URL unique pour le master Kubernetes. Ensuite, on va passer à ETCD. Donc, si vous vous rappelez, ETC, c'est le seul composant stateful du cluster. Et on a fait le choix en fait, d'avoir un seul ETCD mutualisé pour tous les clients. Enfin, plusieurs gros ETCD pour tous les clients. Ce qui nous permet de réduire les coûts en soi et d'avoir des très grosses machines très performantes. Donc, vu que c'est mutualisé, on a besoin de ségrégation de droits dans ETCD. Donc, en fait, on va créer un utilisateur et un rôle pour le nouveau cluster. Et on va mettre les permissions au rôle pour qu'il puisse accéder qu'à son namespace à lui dans ETCD. Ensuite, on passe à la création des certificats. Donc, grâce à la CA qu'on a précédemment créée, on va créer du coup les certificats pour se connecter à ETCD, les certificats pour l'API serveur et pour la partie client de l'API serveur, les certificats pour le kube proxy, pour le VPN dont je vais reparler un peu après, et pour quelques autres composants encore. Et finalement, on arrive sur la partie la plus intéressante, le provisioning control plane. On a deux grosses étapes, enfin deux gros sujets. La première, c'est Kubernetes dans Kubernetes, et la deuxième partie, c'est Helm. Donc je vais commencer sur Kubernetes dans Kubernetes. Donc qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est assez simple, c'est juste que chaque control plane d'un cluster, donc par control plane, je vais entendre tous les composants qui sont nécessaires au fonctionnement du master du client. Donc en fait, chaque control plane va être un ensemble d'objets Kubernetes dans un de nos clusters Kubernetes à nous. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a l'admin cluster 1 qui a 2 control planes et l'admin cluster 2 qui en a aussi 2. Et donc chaque cluster aura son namespace à lui dans l'admin cluster. Donc si on zoome un peu, donc, on va regarder les pods qu'il y a dans un certain cluster. Donc là, je vais récupérer les pods qui sont dans le namespace du cluster que je viens de créer. On voit qu'on a 6 pods, qu'on a 2 réplicas du control plane, un CCM, un cluster manager, un CSI controller et un capsule autoscaler. Si on regarde ce qu'on a dans le control plane, on a 4 conteneurs. Donc on va retrouver les 3 composants du master, donc l'API server, le scheduler, le controller manager, et le VPN. Encore une fois, je vais y reparler juste après. Avant ça, on va juste regarder ce qu'il y a dans chacun de ces pods. Alors on va commencer par le Cloud Controller Manager, plus communément appelé CCM. Vous pouvez retrouver le lien du node qu'on a open sourcé sur le chat, il est sur GitHub. Et donc le rôle du Cloud Controller Manager, c'est d'amener des features qui sont cloud provider spécifiques à l'utilisateur. Donc dans notre cas, en fait, il a 2 features principales. La première, ça va être la création des load balancers quand l'utilisateur va vouloir créer un service Kubernetes de type load balancer. Donc en fait, le CCM, il va watch en continu l'API serveur, et dès qu'il va voir un nouveau service de type load balancer, il va contacter l'API Scaleway load balancer pour créer un load balancer, le configurer correctement, et retourner l'adresse IP externe de ce load balancer. La deuxième partie, ça concerne les instances. En fait, le CCM, il va récupérer, par exemple, les adresses IP externes des instances, le type de l'instance, son ID, son statut. Donc de la même façon, il va watch en continu les objets de type node dans l'API, et à chaque nouveau, il va essayer de récupérer des infos via l'API instance. C'est aussi ce CCM qui va faire la synchronisation des tags. En fait, nous, dans notre API, les tags du pool, on va les retranscrire en tags sur les serveurs chez Scaleway. Et le CCM va faire une synchronisation des tags des instances sur les labels des nœuds dans Kubernetes. Ensuite, du coup, on avait le capsule autoscaler. Donc, lui, tout simplement, c'est une implémentation d'un composant Kubernetes qui s'appelle le cluster autoscaler. Donc, c'est lui qui va permettre de scaler votre cluster, donc créer des nouveaux nœuds ou de supprimer des nœuds. On a permis à l'utilisateur de configurer quelques options sur l'autoscaler, en particulier activer et désactiver le scale down, le délai de scale down et le type d'expander utilisé. C'est différentes policies sur quel groupe de workers va l'autoscaler choisir pour créer des nouveaux nœuds. Ensuite, on a la Container Storage Interface, ou CSI. Ça aussi, c'est un composant qu'on a open sourcé, vous pouvez retrouver le lien sur le chat de GitHub. Donc ça, c'est un composant assez intéressant parce que de base, il est orchestrateur agnostique. En fait, la CSI de base, c'est juste une interface à implémenter qui définit des méthodes, donc en particulier création d'un volume, suppression d'un volume, l'attache d'un volume sur un nœud, le détache d'un volume sur un nœud. Et en fait, le CSI avec d'autres conteneurs qui permettent de faire une intégration à Kubernetes. Donc, dans Kubernetes, ça va être du coup de mapper les persistent volume claim vers un call à l'interface CSI pour derrière créer des blocs volume chez Scaleway. Donc, on a 2 parties sur le CSI. On a la partie control plane, c'est celle qu'on a vue. Celle-là, elle va être responsable en fait de créer et de supprimer les volumes et de attacher et de détacher les volumes sur les instances. On a la deuxième partie qui va tourner sur chaque nœud, qui elle va être responsable de monter correctement le block device sur le nœud et de le formater si besoin. Ensuite, on a le cluster manager. Donc ça, c'est un composant 100% fait maison et qui fonctionne un peu comme un contrôleur Kubernetes. En
fait, lui, il va récupérer l'état désiré via notre API à nous, et il va prendre des actions en fonction de si l'état désiré ne correspond pas à l'état courant. Donc, en particulier, c'est lui qui va créer et supprimer les nœuds. Quand il va récupérer l'état désiré, il va avoir un pool de taille 2, mais avec 0 nœud dans le pool. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer 2 nouveaux nœuds pour que le pool, pour qu'il y ait vraiment 2 nœuds dans le pool qui veut 2 nœuds. Il envoie aussi des updates de statut. Donc en fait, c'est lui qui va permettre de récupérer l'état des nœuds sur notre API. Donc, via l'API capsule chez Scaleway, on peut récupérer l'état des nœuds, donc s'il est ready ou s'il est not ready. C'est le cluster manager qui va remonter l'état des nœuds. Et finalement, c'est aussi lui qui va faire le reboot et le replace des nœuds, en particulier l'auto-healing. Pour l'auto-healing, comment ça marche? Donc en fait, il va watch aussi tous les nœuds. Si un nœud est en état not ready depuis plus de 15 minutes, il va essayer de rebooter le nœud. Et si 30 minutes après, le nœud n'est toujours pas ready, il va détruire et recréer un nouveau nœud. Et finalement, du coup, le control plane. Donc, comme vous l'avez vu, on a 2 réplicas pour qu'ils soient hautement disponibles. On retrouve les composants classiques, comme je vous l'ai montré, l'API serveur, le scheduler, le controller manager, et ce fameux VPN. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un VPN? On va parler rapidement des communications master vers worker. Il y a 2 types principaux de communication. Il y a quand l'API serveur va parler directement au kubelet. Ça arrive quand vous récupérez les logs d'un conteneur ou quand vous exécutez des commandes dans un conteneur, ou même quand on fait du port forwarding en local. La deuxième fonctionnalité, c'est quand l'API serveur parle directement à certains pods. Ce qu'on appelle l'API serveur proxy, c'est généralement, si vous avez déjà utilisé Kubernetes et que vous avez déjà utilisé le dashboard Kubernetes, pour y accéder sans l'exposer, en fait, on fait un proxy de l'API serveur en local et on accède au pod via l'API serveur. Donc cette fonctionnalité-là. Et le souci, le souci avec ces 2 différents cas, c'est que l'API serveur, en fait, elle n'est pas dans l'overlay network créé par le plugin réseau. Alors que l'API serveur, en fait, elle a besoin d'accéder au kubelet et au pod via cet overlay network. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un VPN. Du coup, comment ça marche? On va regarder un petit exemple. Ça, on a un cluster en configuration initiale. Donc chaque nœud en fait du cluster possède un serveur VPN sur le nœud. Et sur le control plane, on a un client VPN. Donc, en fait, le control plane au démarrage du VPN client, il va récupérer la liste de tous les nœuds et il va essayer de se connecter au premier nœud ready qu'il trouve. Donc là, il a eu de la chance, il a regardé le premier nœud, il était ready, hop, il s'est connecté. Et donc il va rester connecté jusqu'à ce que le nœud coupe la connexion. Et donc là, on a un paquet qui arrive de l'API serveur, et qu'en destination, adresse IP 10.10.2.2 qui correspond à ce pod-là sur l'overlay network. Donc, comme le client VPN et l'API serveur en fait sont dans le même pod, ils partagent le même namespace réseau dans le kernel. Donc les routes configurées sur le client VPN sont aussi les routes de l'API serveur. Du coup, le paquet, quand il va regarder, l'API serveur, quand il va regarder les routes, elle va voir ça, et elle va voir qu'il y a une route qui correspond à l'IP de destination, en passant par Tune0, du coup, qui est l'interface VPN. Donc à ce moment-là, il se fait SNAT sur cette interface. Il arrive au serveur VPN, donc rebelote, il va regarder les routes. Il va voir qu'il y a une route qui correspond encore une fois à l'IP de destination, qui passe cette fois par Flanel 1. Donc Flanel 1, c'est l'interface du CNI Flanel sur l'overlay network. Une autre fois, il va se faire SNAT pour reprendre l'adresse du nœud dans l'overlay network. Il va traverser le réseau via cet overlay network, et finalement, pour arriver au pod à destination sans souci. Et le chemin retour, c'est le même. Et du coup, en fait, c'est surtout pour ça qu'on a besoin du VPN.
Donc la parenthèse sur le VPN étant finie, on en était là. On regardait les différents composants qu'il y avait sur le control plane. Il n'y a pas que des pods, donc on peut retrouver des services. Donc si je récupère les services, j'en vois 2. Donc, le premier, c'est le control plane client de type node port. En fait, c'est ce service-là qui va exposer l'API serveur du client au load balancer. En fait, le call du client va arriver sur le load balancer et le load balancer va forwarder à ce node port-là sur le cluster. Et on a un deuxième service, c'est le cluster manager. C'est ce qui permet à notre API à nous d'envoyer des events au cluster manager. Après, on a une network policies pour séparer les clusters clients entre eux. On a 4 secrets. On retrouve le secret pour le VPN, on retrouve les certificats et on retrouve 2 secrets qui pourraient d'ailleurs, je pense, être mergés dans le même, nécessaires au bon fonctionnement du cluster. Et on a 2 config maps qu'on a manifest, celle-là je vais en reparler juste après, et webhook config. Webhook config, celle-là elle est surtout utile en fait, c'est celle-là qui va permettre de se connecter au cluster via un token Scaleway. En fait, quand l'API serveur va voir que le token n'est pas un token Kubernetes, elle va forwarder justement en fait, au cluster manager pour vérifier le token. Et donc c'est la configuration en fait configuration de cette fonctionnalité-là qui est dans la webhook config. Donc on a vu Kubernetes dans Kubernetes, et maintenant on va voir Helm, comme je vous l'ai dit. Donc Helm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de paquets / moteur de template, en gros, pour Kubernetes. Donc en fait, on a des templates qu'on stocke sur un chart museum. Donc c'est là où Helm récupère les templates. Et on va récupérer, enfin le worker va récupérer le template, va récupérer les valeurs en base de données et va templatiser du coup les manifestes pour les donner à Helm qui va derrière en fait créer via Cube ces manifestes. Donc c'est comme ça qu'on va retrouver tous les composants qu'on vient de voir sur le control plane. Si on fait si on regarde tous les objets qu'a créé Helm sur un certain cluster, on retrouve du coup les 4 secrets, les 2 config maps, les 2 services, les déploiements. Alors 5 et pas 6 parce que control plane a 2 réplicas, la network policies, et on retrouve un job. Du coup, à quoi est-ce qu'il sert ce job? Et ce job et la config map manifeste qu'on avait vu précédemment, c'est les 2 ensemble qui vont permettre de déployer les manifestes clients. Les manifestes clients, ça va être tous les composants système et add-ons qui a besoin, dont le cluster Kubernetes client a besoin pour bien fonctionner. Donc on va retrouver en particulier le plugin network, kubeproxy, le serveur DNS donc implémenté par Core DNS, le CSI comme on a vu, Metric Server pour avoir des metrics, c'est lui qui est utilisé quand vous faites un kubectl top pods par exemple. Puis optionnellement l'ingress controller et le dashboard si voulu. Et un dernier composant qui s'appelle le node problem detector. Lui en fait qui permet juste d'avoir des données un peu plus poussées sur l'état de nœud. Et donc comment ça marche? Et on a ce job Kubernetes qu'on a vu, qui va se run en fait à chaque création et mise à jour du cluster, et qui va en gros faire un kubectl apply du grand fichier où il y a tous les manifestes clients. Donc il y a un peu plus de logique derrière ça, puisqu'il faut quand même gérer les changements d'ingress controller et les activations, désactivations du dashboard, mais l'idée reste la même. Et une fois que tout ça c'est fini, donc toute la partie provisioning, on a juste en fait à configurer le load balancer pour le pointer sur les nodes ports qu'on a vu précédemment. Une fois que le load balancer est configuré, le cluster il est considéré prêt, et tout ça, ça a pris à peu près 45 secondes en moyenne. Alors du coup, le cluster est considéré prêt, mais il reste encore quelque chose à faire. Il y a surtout la création des nœuds. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le rôle du cluster manager, donc qui marche comme un contrôleur Kubernetes, et qui, pour créer un nœud, va appeler une méthode createNode sur notre API à nous. Et donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait?
Donc en premier, elle va créer le nœud en base de données chez nous, ce qui va permettre en fait, à la méthode createNode d'ensure la création. Donc, en fait, vu que il aura une boucle qui va run toutes les 5 minutes, il me semble, et si le nœud n'est toujours pas créé, en fait, il va rappeler createNode avec le nom du nœud, pour s'assurer que, par exemple, s'il y a eu un souci sur l'instance et qu'elle est passée en stop, pour la redémarrer. Ensuite, on va créer le nœud en tant qu'instance via l'API d'instance. Puis, on va populer un peu les métadatas et finalement, on va démarrer cette instance. Du coup, dans les métadatas, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, principalement, il y a les certificats, donc les certificats pour le nœud, pour le kubectl, pour le VPN. On va retrouver l'URL du master, le nom du nœud et quelques autres variables, et l'URL du rootfs. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ce rootfs? En fait, de base, toutes les images vont démarrer avec un système minimum et un initramfs customisé. L'initramfs, c'est ce qui va en très gros bootstrapper le système. Mais dans cet initramfs, lui, il va récupérer l'URL du rootfs, le télécharger, l'extraire sur le disque et redémarrer. Et en fait, ça permet de faire des upgrades et des patchs de sécurité avec un simple reboot. Parce que du coup, l'instance va redémarrer. Dans le cas où c'est un upgrade, elle va avoir une nouvelle URL, donc elle va retélécharger le nouveau rootfs, redémarrer et ça sera tout bon. Dans le cas d'un patch de sécurité, elle va redémarrer, elle va checker l'URL qu'elle a actuellement, mais elle va voir que le hash du rootfs distant n'est pas le même, du coup elle va le retélécharger, redémarrer, et du coup ça permet en fait d'avoir des upgrades et des mises à jour de sécurité très simplement. Pour les upgrades, donc nous on a décidé en fait de pouvoir upgrade les masters et les nœuds en séparé. Donc en fait, sur un upgrade, on choisit si oui ou non on veut upgrade les nodes directement. On a un upgrade avec presque 0 downtime sur les masters. Donc en fait, il n'y a que les requêtes qui durent longtemps, donc les watch par exemple, qui vont être coupées, ce qui est normal. Et pour les nœuds derrière, en fait, vu qu'il suffit d'un reboot, et on va faire un rolling reboot des nœuds. Donc en fait, on va cordon le nœud, on va le drain, on va le reboot, on va attendre qu'il soit ready, et puis on va le uncordon, et tout ça sur tous les nœuds du cluster. Donc c'était tout pour la création des nœuds. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc là, le cluster est fonctionnel, et donc qu'est-ce que nous on aimerait voir et qu'est-ce qui arrivera prochainement? La première feature, du coup, c'est l'intégration dans les VPC. Donc si les VPC ont des features qui le permettent, chez Scaleway, on pourra proposer des clusters totalement privés, c'est-à-dire des clusters qui n'ont aucune adresse IP publique. On pourra aussi proposer une adresse IP de sortie fixe. Parce que le souci qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, le workload, son adresse IP de fixe, ça sera l'adresse IP du nœud, qui est assez éphémère, parce que si on remplace le nœud, il ne va pas avoir la même adresse IP publique. Et donc, ça va être c'est un peu chiant en fait, pour les personnes qui font du waitlisting d'IP. Et alors, c'est pas vraiment lié au VPC, mais on aimerait bien proposer un ingress controller fait maison Scaleway, basé sur le produit load balancer Scaleway. Ensuite, il y a les nouveaux types de workers. On aimerait bien supporter du coup bare metal as a service et ARM. Je crois pas que je l'ai dit, mais aujourd'hui on supporte du coup toutes les devs à partir de la M, toutes les GP et les renders qui sont les nodes GPU. Mais supporter du coup du bare metal et de l'ARM, ça serait vraiment sympathique. On attend aussi beaucoup des features qui sont liées à l'IAM, donc Identity Access Management, qui va permettre de faire du droit sur les tokens. En fait, dans un premier temps, ça va nous permettre de mettre un token sur chacun des nœuds Kubernetes qui a un accès en read-only sur la registrie privée de l'utilisateur. Ce qui va éviter en fait à l'utilisateur de remettre des credentials pour pull ces images de conteneurs à chaque fois et que ça puisse être fait automatiquement. La deuxième feature liée à ça, c'est le service catalogue. Alors, c'est une abstraction par-dessus Kube
qui permet en fait de créer des services dans le cloud provider dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, via un manifeste d'un objet Kubernetes, on pourrait très facilement créer une base de données ou créer un bucket S3. Et presque pour finir, ce qu'on appelle du coup Capsuleception, parce que basiquement la Kubernetes dans Kubernetes c'est du Kubeception, mais nous on aimerait faire du capsule dans du capsule. En fait, tous les clusters d'admin qu'on a pour héberger les control planes des clients, on aimerait qu'ils tournent eux aussi sur capsule. Et en fait, ça nous permettrait d'avoir plein de fonctionnalités disponibles dans capsule pour notre infrastructure à nous. Donc plus précisément, l'upgrade en un clic, l'autoscaling et l'auto-healing. Et donc, niveau automatisation, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Et pour finir, un des grands buts aussi, c'est de déprécier le VPN, parce que bon, c'est pas forcément idéal. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un projet Kubernetes qui s'appelle l'API Server Network Proxy, qui est une solution upstream Kubernetes pour résoudre ce type de problème. Parce qu'en fait, ce type de problème où les masters ne sont pas dans le même réseau que tous les workers, on n'est pas le seul à l'avoir. Et donc, il y a surtout toute l'équipe que j'ai citée qui a bossé dessus. Il est arrivé en bêta dans Kubernetes 1.18. Donc, c'est déjà utilisable, mais on va attendre un peu avant de l'implémenter. Mais une fois qu'on l'implémentera, en fait, on pourra complètement déprécier le VPN et tout le monde se portera beaucoup mieux. Et voilà, c'était tout pour la présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup, Patrick. On espère déjà que ça vous a plu. Donc là, c'est la fin du webinaire. Avant de passer aux réponses, plusieurs petites choses. Déjà, on va vous faire passer un petit sondage. Maxime va vous passer un lien dans le chat. C'est vraiment hyper important si vous pouvez prendre le temps, ça dure 2 minutes pour le compléter. C'est vraiment pour nous, pour savoir si on a des choses qui vous ont plu, au contraire qui vous ont déplu, si vous avez des conseils pour qu'on puisse s'améliorer. C'est toujours pertinent de recueillir vos avis. Seconde petite chose, les questions, je vous laisse aller voir sur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'onglet chat, juste à côté il y a l'onglet questions. Je vous laisse voter sur les questions que vous préférez. Je vous laisse prendre le temps, quelques secondes pour voter. Il y a déjà un ordre avec déjà pas mal de votes, donc on va les prendre dans l'ordre. Troisième petite chose, si tu m'entends, Jérôme, est-ce que tu veux nous rejoindre en live pour te présenter, parce qu'on est vraiment hyper honorés que Jérôme Pétazzoni soit avec nous aujourd'hui, à nos côtés. Il était déjà là la semaine dernière. Et si tu veux déjà d'une te présenter, poser ta question et venir discuter un petit peu avec nous, peut-être compléter certaines choses, n'hésite pas. Je te fais une invitation pour que tu puisses rejoindre la scène. Voilà. En attendant, juste Patrick, pour le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure sur qui a déjà réalisé du Kubernetes en production, les réponses sont assez éparpillées parce qu'il y a 37% qui disent, des personnes qui sont donc présentes dans le webinaire qui disent oui. Et salut Jérôme. Jérôme. Et 41% qui ont dit non jamais. Donc c'est vraiment, t'as du blanc et t'as du noir dans toutes les personnes qui sont là. Voilà, alors vu que notre invité est en ligne, autant te faire participer en premier si ça te va. Est-ce que tu veux te présenter rapidement et en même temps dire ta question que tu as posée dans... Ouais, avec plaisir. Donc je suis Jérôme Pétazzoni. Si vous êtes dans l'écosystème Docker et container Kubernetes et que vous n'avez jamais entendu parler de moi, vous avez bien de la chance. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Docker et maintenant je fais de la formation autour de Docker et Kubernetes. Et quand j'ai vu que Scaleway lançait un Kubernetes managé, ça m'intéressait de voir ce que vous aviez fait, parce que il était grand temps qu'il y ait de la concurrence solide face aux offres de Amazon, Google, etc. Et
Franchement, je pense que vous mettez un gros pavé dans cette mare-là. C'est chouette, bravo. Par curiosité, comme ça, j'ai fait un petit test que j'avais fait l'année dernière quand je devais préparer une intervention comme ça où les gens me demandent tiens, qu'est-ce que je prends comme Kubernetes? Et puis souvent, je leur dis bah pour ton premier Kubernetes, essaye pas de le construire tout seul parce que c'est pas marrant quoi. Prends un Kubernetes managé chez un cloud provider. Et donc là, je viens de faire le test que j'avais fait l'année dernière, c'est à voir combien de temps ça prend de dégainer une CB et puis de créer son compte sur le site web, etc. Donc, écoute, franchement, bravo parce que j'ai commencé le test, il était, je crois, à 17h, entre 17h10 et 17h15. J'ai créé mon compte, je me suis créé un numéro de CB spécialement pour ça que j'ai mis dedans. Ensuite, j'ai validé, j'ai cliqué sur le mail, j'ai fait créer un cluster. Et là, donc, moins de 10 minutes plus tard, j'ai réussi à déployer mon application de démo qui tourne depuis laquelle j'arrive à me connecter de l'extérieur. Donc, en gros, on peut dire que de bout en bout, depuis la création du compte jusqu'à avoir l'application déployée, c'est 10 minutes. Donc, bravo, quoi. C'est chouette. J'ai posé quelques questions dans le chat, mais je vois que vous avez déjà répondu. Donc non, j'ai pas vraiment plus de questions de ça, à part à la fois vous encourager à continuer parce que je trouve ça chouette, et puis d'encourager les gens à tester le produit parce que tout ce que je vois pour l'instant, ça m'a l'air très très solide, quoi. Voilà. Ok, ah, c'est top. Merci beaucoup, Jérôme. C'est hyper encourageant. Ouais. Oui. Et puis j'imagine que tu as fait le test, du coup tu disais 17h, mais c'était hier parce que là tu étais happé. Non, c'était là maintenant en fait. Justement, j'ai vraiment fait le truc en écoutant la fin de la présentation comme ça et en me disant, franchement, je me suis dit bon, il y a toujours un truc qui foire dans ces cas-là, même pas forcément à cause du provider, mais là par exemple, tu vois, j'utilise une carte américaine que j'ai générée à la volée et tout, donc je me suis dit il y a déjà une chance sur deux que je me prenne un tacle à cause de ma carte de crédit. Et finalement, et non, tout est passé nickel. Donc non, c'est juste là maintenant en live, quoi. Et j'ai mon application Docker Coins, qui est le truc que j'utilise à chaque fois dans mes trainings et que j'ai déployé là comme ça, clac. Tout s'est bien passé. Non, franchement, c'est canon, quoi. Ok, top. Merci beaucoup en tout cas. Si tu as le temps, reste à nos côtés pour les questions-réponses. Patrick, donc je vais les prendre par ordre de vote, si ça te va. Donc, on va commencer par Arnaud. Avez-vous des retours d'utilisation d'un cluster Kubernetes managé directement sur GitLab? Et est-ce que tu as des points d'attention en tête? Des retours d'utilisation, pas directement, mais il y a pas mal de personnes dans le Slack Community Scaleway sur K8S qui en ont fait et il y a eu 0 plainte. Donc, je suppose qu'il n'y a pas eu de souci de leur côté. Ok. Est-ce que vous supportez le provisioning de persistent volume en read-write many? Non, parce que il n'y a que du block storage disponible en tant que produit chez Scaleway et on ne peut pas monter le block storage à plusieurs endroits. Donc le jour où on proposera du file system as a service, on pourra faire du read-write many dans Kubernetes, mais en attendant, on peut que faire du read-write once. Ok. Est-ce que Jérôme, tu voulais compléter ta question ou est-ce que vraiment tu estimes que tous les éléments de réponse ont été apportés par Patrick? J'ai eu tous les éléments de réponse, ouais, sur les feature gates. Moi, je trouve ça super chouette parce que il y a beaucoup de fournisseurs Kubernetes comment dire, qui proposent des versions qui commencent à dater un peu. Par exemple, chez Amazon, je crois la dernière version de Kubernetes qu'on peut installer, je crois que c'est la 1.15. Ça tombe bien, elle est bientôt plus supportée. Donc, je trouve ça super chouette, non seulement que vous supportiez déjà la 1.18, puisque même chez Google, qui est vu en général comme le gold standard, ils sont encore en 1.17 en preview. Et en plus, le fait de pouvoir activer les feature gates, justement, hier, on faisait un meet-up en ligne dans lequel on parlait du debug sur Kubernetes et je faisais des démos utilisant la feature gate des ephemeral containers. Et à un niveau très méta, ce qui était assez rigolo, c'est que en fait, le but de la présentation, c'était non seulement de montrer cette option, la debug, mais aussi de montrer ce que ça représentait d'activer ces fameuses feature gates.
Et bien sûr, j'ai réussi à me planter, je crois, de au moins 3 manières différentes dans ma démo. Donc c'est bien parce que ça permet de faire de montrer en live aux gens comment on débug quand ça se passe mal. Mais je trouve ça chouette que justement vous proposiez d'activer ces fameuses feature gates. Pour les gens qui connaissent pas ce concept de feature gate, c'est que dans Kubernetes, il y a plein de features qui sont en alpha, c'est-à-dire entre guillemets encore pire que de la bêta, des trucs qui sont vraiment pas secs. Et souvent, il y a un problème, un cercle vicieux, parce que pour que ça passe de alpha à bêta et à stable, faut qu'il y ait des gens qui testent. Mais une feature alpha, en fait, elle n'est pas activée par défaut. Donc, il n'y a personne qui la teste. Donc, elle reste en alpha très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de gens qui aient faim et qui activent la feature et qu'on ait du feedback. Donc, du coup, je trouve que c'est chouette que ce soit facile d'activer ces feature gates parce que ça veut dire que ça va encourager les gens à le faire facilement. Et donc, ça va accélérer le développement de Kubernetes. Donc, d'un certain côté, j'ai envie de dire que vous rendez service à la communauté Kubernetes en faisant ça, parce que les gens qui se disent « Ah, j'aimerais bien avoir cette feature-là », vont pouvoir l'activer de manière sélective et faire du feedback ensuite aux SIG, aux équipes de développement Kubernetes de ces features. Donc, c'est chouette. Peut-être si tu veux revenir, Otis, sur ton parcours, notamment tu as bossé pour Docker, si tu veux raconter en quelques minutes. Très vite fait, ouais, enfin j'ai bossé en France jusqu'à à peu près 2010 et après je suis parti bosser pour une petite boîte qui s'appelait .cloud et qui a ensuite changé de nom pour s'appeler Docker. Et .cloud à l'époque faisait du PaaS, du Platform as a Service. Aujourd'hui, les acteurs Platform as a Service connus, je dirais qu'il y a Heroku aux US qui est un petit peu l'ancêtre, et en France il y a Clever Cloud qui a aussi une techno très à la pointe, ils font des trucs vraiment super. Donc voilà, on est passé de .cloud à Docker. On a pris la techno de .cloud pour la passer en open source. Et c'est ça qui a été la première version de Docker. Et moi, donc, je suis passé d'un rôle infrastructure ops, puisque je gérais cette plateforme, à un rôle plus d'évangéliste, comme on dit. J'aime pas trop le côté évangéliste parce qu'on a l'impression que c'est le gars qui arrive comme ça avec sa croix du genre achète mon produit. Petite dédicace à Rémi. Voilà. Je dis souvent que mon boulot d'évangéliste, de dev advocate, dev advocate chez Docker, c'était un boulot qui était assez facile parce que Docker, qu'on aime ou on n'aime pas la techno, c'est que c'est quand même un beau produit, au moins ce qui a été fait au début pour faciliter le développement, etc. Donc, j'estimais que j'avais un boulot assez facile parce que Docker réglait les problèmes de plein de gens. Et puis après, le focus a switché sur Kubernetes. Et c'est pour ça, c'est pour ça, moi, que mon intérêt perso a basculé vers Kubernetes. Et quelque part, je vis ça un peu comme un retour à mes premières amours, dans le sens où j'ai toujours eu la vocation de construire de l'infrastructure, construire des plateformes comme ça qui, entre guillemets, qui marchent, sur lesquelles on n'a pas peur d'être on call. Et Kubernetes, même si c'est un gros truc complexe, etc., je retrouve un peu cette passion-là, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est surtout de la formation et un petit peu de conseils pour aider les gens. Et puis, ce que je trouve génial dans ce que je fais en ce moment, c'est que tester des produits comme le vôtre et comme plein d'autres, ça fait partie un peu de mon taf, parce qu'il faut que je puisse conseiller aux gens quand les gens me demandent où est-ce que je vais faire tourner mon Kubernetes, j'aime bien pouvoir leur dire va là ou là, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc là, je peux rajouter capsules dans cette liste-là. Et je tiens à préciser que je ne suis pas payé par Scaleway pour dire ce que je viens de dire. Non, vraiment pas. Voilà. En toute transparence, du coup, Jérôme est venu la semaine dernière parce qu'on avait fait une version anglaise de ces talks-là, et notamment Rémi qui est dans le chat actuellement là, et beaucoup d'autres personnes de Scaleway ont été hyper honorées que tu sois présent. Voilà. Et du coup, on t'a invité à venir aujourd'hui et t'as accepté, et on est super contents. Voilà, il est vraiment à nos côtés. Voilà, comme ça. Il y a rien de, il y a rien de commercial derrière.
Si je continue pour les questions-réponses, il y a Christophe qui demande pourquoi avoir choisi Helm plutôt que Customize ou Ansible avec le module Kubernetes. Pour toi, Patrick. Très bonne question. Moi, je pourrais pas trop te répondre. Enfin, je suis arrivé, c'était déjà Helm. Du coup, je n'étais pas là pour le moment du choix. Enfin, du coup, Customize, ça n'existait pas encore, donc c'est l'exclu. Il y a Jérémy sur le chat qui pourra peut-être te répondre. Jérémy, si tu veux nous rejoindre, mets-moi un message si tu veux. Je crois que je peux te faire rejoindre aussi. Je crois pas qu'il... Mais et après, en fait, pour Ansible, enfin, je pense qu'Ansible, ça aurait été over-engineeré pour ça, en tout cas. Et aujourd'hui, ça s'intègre très bien avec elle. Donc, ok. voilà, Troisième question. Le node autoscaling est-il soumis au potentiel problème de disponibilité des instances ou est-il obligatoirement assuré, pardon. On est un peu soumis au problème de disponibilité. On ne va pas créer du matériel comme ça. Donc là, on n'a pas trop le choix, quoi. Ça dépend obligatoirement du stock qu'il y a chez Scaleway. Je tiens aussi juste une petite parenthèse. Merci à vous tous d'être présents. Je remarque que je reconnais certains noms et prénoms de personnes qui étaient là aussi ce matin. Donc, merci beaucoup de nous suivre pour toute la journée. C'est hyper sympa. Donc, une question de Greg. Comment choisir son plugin CNI? Très bonne question. Tu as plein de comparatifs sur le net. Généralement, si tu te poses la question, c'est que n'importe desquels te va. Donc comme ça, je te dirais Prancilium, parce que c'est cool et qu'ils font de l'EBPF, et que c'est sûrement celui qui va dominer plus tard, je pense. Et que tu peux faire des network policy en L7, donc niveau HTTP. C'est assez intéressant. Donc ouais, Prancilium, c'est bien. Avez-vous des exemples concrets d'un état désiré? Tout bêtement, tu as un déploiement avec une seule réplica et tu en veux deux. Du coup, tu envoies en état désiré deux réplicas. Et il va faire pour synchroniser les 1 réplica actuel vers les deux réplicas désirés. Ensuite, une question de modifier le délai de l'autoscale down. Oui. En fait, la variable que tu as modifiée, donc c'est un truc une variable qui est exposée dans le cluster autoscaler. C'est la période entre laquelle il sera possible de scale down et où le scale down sera actuellement fait. Par exemple, si à un moment T, tu peux scale down et que ton délai est de 5 minutes, il va commencer à scale down 5 minutes après ce moment T. Ok, j'essaie de voir si les gens... Si vous avez besoin de compléments dans la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat directement. On a aussi des équipes qui vont venir en complément pour apporter des compléments de réponse. Pourquoi avoir regroupé certains composants du control plane dans un pod unique? Alors ça apporte plusieurs trucs. De un, ça te permet de faire réduire ton nombre de pods dans le cluster. Aujourd'hui, Kubernetes, il est testé pour faire tenir 110 pods sur chaque nœud. Donc déjà, ça permet de réduire le nombre de pods. Et ensuite, ça permet aussi de garder le même namespace réseau en fait, entre tes différents conteneurs. Donc par exemple pour l'histoire du VPN, mais aussi pour les histoires de communication du scheduler au contrôleur manager vers l'API server. Peut-être vont directement passer par localhost pour communiquer, au lieu de passer par l'overlay network de Cube qui ajouterait de la complexité alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Ok. On a une autre question de Christophe. Avez-vous une idée de la date de sortie de la bêta du provider Terraform pour Kubernetes Resources? Très bonne question. Je crois qu'il y a Jérôme ou Olivier sur le chat qui sauront mieux te répondre que moi. Déjà, on va switcher la version bêta du provider sur la V1 de l'API dans la semaine normalement. Et enlever le bêta. Alors, faut demander à Olivier ou Jérôme qui sont sur le chat normalement. C'est eux qui gèrent toute la partie Terraform et qui sont décisionnaires là-dessus. Moi, j'exécute juste là-dessus. Comment faire un upgrade majeur de l'agrégat? Autre question de Christophe.
mais je ne comprends pas la question. Tu l'as Peut-être quoi? tu peux préciser. Je ne comprends pas la question. Ok. Christophe, si tu peux préciser peut-être dans le chat, et après on va revenir dessus, si tu es encore en ligne. Autre question de Greg, peut-on mélanger... C'est bon? Il Oui, a déjà écrit. oui, non, vas-y. Non, vas-y. Non, mais Il a... pardon, vas-y. C'était Je... avec Je crois que tu avais raté une question, mais on n'a pas le même ordre de priorité. Ah oui, ok. Peut-on mélanger des pods sur BM et instance? Aujourd'hui, on ne supporte pas bare metal, donc ça va être compliqué. Mais le jour où on le supportera, oui, il n'y a pas de souci. Enfin, tu n'as aucune contre-indication à le faire. Ensuite, on a une question de Kylian. Peut-on utiliser différents containers runtime pour essayer Docker versus containerd, par exemple, et même en dehors des instances Scaleway? Aujourd'hui, sur Capsule, oui. En fait, ton runtime, il va être défini au niveau de ton pool d'instances. Donc, tu pourras avoir un pool avec Docker et puis un pool avec contenerd. Et puis, en dehors des instances Scaleway, bah, oui, tu fais ce que tu veux. Donc, tu peux très bien le bench de ton côté sur tes serveurs ou n'importe où. Il y a une autre question de Christophe. Est-il possible d'utiliser des micro-VM avec capsule? Aujourd'hui, non. Plus de tête, je crois qu'il n'y a que Kata Containers qui implémente la CRI pour marcher avec Cube, mais qui derrière en fait utilise contenerd. Enfin, c'est un peu spécial ce qu'ils font. J'avais testé rapidement il y a quelques mois, ça a marché. C'est pas quelque chose qu'on a prévu de mettre à disposition pour le client aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on refusera de faire dans le futur. On n'a pas de Enfin, rien nous l'interdit. C'est pas juste quelque chose qui va être qui est sur la roadmap bientôt, quoi. Ok. Vous supportez combien de volumes CSI/Node? Merci. On dépend du coup des instances Scaleway et on est limité. Aujourd'hui, c'est 15. Tu peux que avoir. Enfin, en fait, tu peux avoir 16 volumes au total sur chaque nœud, mais tu as un volume qui est réservé au route volume de l'instance. Du coup, ça te laisse que 15 slots disponibles pour tes blocs volume derrière. Ok. Alors là, Greg qui nous demande, et à quand un service de réception de paiement chez Scaleway? Je ne sais pas si la question est vraiment avisée pour toi, Patrick. Je ne saurais répondre. Et je ne sais pas ce que Greg entend par un service de réception de paiement. Mais bon, si Greg, si c'est une vraie question ou si c'est un troll, tu nous redis dans le chat. Rachid, est-ce que Cured, je ne sais pas comment ça se prononce, Cured est utilisé pour les patchs de sécu pour reboot les nodes automatiquement? Coucou Rachid. Non, aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment de process défini pour les patchs de sécurité. Donc, il n'y a pas de reboot automatique. C'est quelque chose qu'on aimerait bien voir arriver dans le futur. Donc, on est encore ouvert sur comment on va faire là-dessus. Ok. Est-ce que l'ensemble des features admission, controllers de Cube sont accessibles? Non, on n'autorise pas tout, qu'un subset. Généralement, en fait, si c'est pas disponible, il suffit de venir nous ping sur le Slack Community K8S. Et si c'est pas dérangeant, on l'ajoute très rapidement. C'est juste pour éviter en fait quelques trucs qui peuvent un peu tout casser. Mais si vous avez besoin d'un truc qui aujourd'hui n'est pas disponible, il suffit de ping et puis généralement ça sera possible. Alors, il y a deux questions qui viennent d'arriver. Et dans la roadmap de Capsule, une intégration possible avec la brique serverless encore en bêta? Alors, je ne sais pas si c'est la suite d'une question ou si c'est une question complète. Je pense que tu entends par intégration. Si tu peux préciser, parce que comme ça, Karim. je sais pas vraiment de quoi tu veux parler. Karim, si tu peux préciser dans le chat si tu parles de quoi tu veux parler par rapport à l'intégration. En attendant, il y a la question d'Emmanuel. Avez-vous prévu dans les prochains mois une offre de fédération de Cluster Cube? Non. Et puis la fédération en ce moment, je peux dire que ça se casse la gueule, mais ça commence à être déprécié, c'est un beau bordel.
Donc non. Il y a Darren Shepard de Rancher qui a sorti là dans la semaine un nouvel outil. Alors, j'ai oublié le nom, faudrait que je le retrouve. Il doit être sur le GitHub de Rancher, mais qui permet de faire de la pseudo-fédération de clusters, qui a l'air pas mal. Et alors à voir comment ça marche, je ne me suis pas trop penché dessus encore, mais ça devrait pouvoir marcher avec plusieurs clusters capsules. Ok, je crois que la question de Greg sur le service de paiement a été éclairée de la part d'Arnaud. Vous dites, dites dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous voulez en profiter, que Jérôme soit avec nous aussi pour lui poser des questions? N'hésitez pas, hein, on le sollicite. Il est là, il peut que jusqu'à 18h, après c'est terminé. N'hésitez pas. Et, parce qu'en tout cas, on a terminé les questions, nous, de notre côté. Je vois que Karim est en train de taper, Christophe aussi. Je vous laisse le temps de formuler. Patrick, si toi, tu veux dire aussi un petit mot à Jérôme. Juste merci pour tout ce que tu fais dans l'écosystème du cloud, de toute formation, parce que je pense que ça aide énormément de personnes. Grand merci à toi pour ça. Je t'en prie. Oui. Si Rémi Léon, si tu as un message aussi à passer à Jérôme, je sais que tu es de l'avis de Patrick, mais peut-être que tu as du love. Du love, il dit. Moi, j'ai une dernière question. Du coup, là, le premier cluster que j'ai déployé, donc ça a utilisé par défaut des instances, je crois que c'est GP1XS, un truc comme ça, qui sont déjà assez costauds, genre 16 GB de RAM. Et du coup, je me dis, tiens, si j'ai envie de me faire un petit cluster en mode dev, j'ai pris donc des instances un peu plus petites, les dev 1S ou un truc comme ça. Est-ce que vous avez Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée quand... J'imagine que si l'interface m'a laissé le faire, c'est que c'est pas interdit. Ouais, bah, alors du coup, c'est pas des F, c'est dû prendre des M, parce que Ouais, les c'est S, ça. on les a désactivés, justement. C'est ça. Ouais. Si tu fais rien tourner de gourmand, en soi, des M, ça peut te suffire. Il n'y a pas de... Ok. Je crois qu'il y a une bonne partie des utilisateurs qui utilisent des M derrière. Ouais. Je pense que je vais essayer de faire tourner tout comment dire, mes démos, mes labs, mes exercices de formation sur un cluster de cette taille-là pour voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, j'ai pas encore fait le calcul là comme ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup moins cher que ce dont j'ai l'habitude, quoi. Donc voilà. Oui, merci clairement. beaucoup. Je pense que merci beaucoup à toi. J'ai vu que Christophe a précisé sa question. Capsule fait un upgrade des versions mineures patch de Cube. Ma question est comment faire un upgrade de version majeure, la version 1.18 jusqu'à la version 1.19. Est-ce qu'il faut changer de cluster? Non, pas du tout besoin. En fait, les upgrades automatiques, du coup, c'est juste pour les patchs. Mais le bouton upgrade, donc quand toi tu décides de ton upgrade, ça va être de n'importe quel. Enfin, ça va être soit d'un patch à un autre patch de la même mineure, soit de la mineure à la mineure suivante. Évidemment, tu ne pourras pas bypass une mineure, donc tu ne pourras pas faire de 15 à 17, mais tu pourras faire 15 à 16, 16 à 17, 17 à 18 sans souci. Fais juste attention à bien lire les release notes de Kubernetes parce que quand il y a du breaking change, ça fait vite mal. Très mal même. Et Karim qui a précisé sa question sur serverless, Scaleway serverless se baserait sur Knative et donc est-ce que cette brique se trouvera dans Capsule? Aujourd'hui, serverless utilise Capsule, donc ils font tourner Knative dans Capsule. Donc rien ne t'empêche en fait d'installer Knative toi-même dans Capsule. Après, si je comprends plus ou moins la question, c'est est-ce qu'on va proposer une installation de Knative par défaut? Ça, je pense pas. C'est pas prévu et peut-être que ça arrivera, mais comme ça, je pense pas. Ok. Bon, je crois que c'était la dernière question.
Pour information, Jérôme, on a mis ton petit LinkedIn dans le chat parce que des gens ont demandé. Voilà, on va donc clôturer ce webinaire. Encore merci à tous, vous étiez super nombreux, encore une fois. Merci beaucoup à Patrick pour tout ton talk. Merci beaucoup à Jérôme, des cœurs. Merci beaucoup à tous. Merci aussi aux équipes de Scaleway qui sont dans le chat, notamment notre président Arnaud de Birmingham qui nous a suivis de A à Z, je le sais. Et voilà, merci à tous. On fait un autre webinaire sur Bar Metal, tout simplement jeudi à 9h pétante avec la tartine de beurre. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et voilà, à très vite. Merci. Salut.